Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter donc, ce que nous faisons à GreenShield Technologies. Donc nous avons, comme ce qui a été évoqué précédemment, nous avons une partie hardware et software, principalement software, et un petit peu de hardware que je vais vous présenter. Mais avant cela, je vais vous expliquer un petit peu ce que nous faisons. Donc à GreenShield, en fait, notre cœur de métier, c'est la modélisation mathématique. En fait, on modélise les maladies sur les exploitations. Et donc, ça passe par plusieurs étapes. La première étape, on a besoin de savoir ce qui se passe sur les parcelles. Donc, en fait, on fait de la détection des maladies dans les parcelles. Ça peut passer par donc de la collecte de données par drone ou sur des tracteurs avec différents capteurs. Et puis, on développe des algorithmes de détection automatique qui peuvent nous permettre, dans les cas que nous avons déjà développés, de faire de la détection précoce, c'est-à-dire pré-symptomatique. Alors, ça dépend évidemment de l'évolution de la maladie, mais on peut gagner quelques jours sur la détection visuelle. Et donc, voilà, on développe cette partie qui est la détection précoce des maladies. Ensuite, on construit nos modèles à partir de ça, c'est-à-dire qu'on construit les modèles en se basant sur le cycle hôte pathogène, sur la maladie, les ravageurs. Et une fois qu'on a construit nos modèles, on les calibre avec les données qu'on a justement collectées en champ. Donc on calibre la dynamique, on calibre toutes les noyaux de dispersion, en fait, la façon dont elle évolue dans le temps et dans l'espace. Et puis ça nous permet en fait après de construire des stratégies de lutte, mais virtuelles. C'est-à-dire qu'on peut tester plein de choses sur ordinateur avant d'aller sur le champ. Parce que expérimenter sur le champ, c'est la dernière extrémité où on est vraiment sûr que voilà, ce qu'on a construit sur ordinateur, c'est des choses qui sont viables sur le plan évidemment de la production et économiquement. Et après, on va sur le terrain pour vérifier tout ça. Et enfin, voilà, les solutions qu'on développe, on essaye de les intégrer le plus possible dans l'itinéraire cultural. Donc on essaye de ne pas être trop disruptif. On essaye d'apporter quelque chose qui s'intègre bien et qui ne dérange pas trop les pratiques actuelles. Évidemment, l'objectif de tout ça, c'est de réduire les phytosanitaires. Alors, on travaille sur la réduction globalement, c'est-à-dire des herbicides, mais aussi des fongicides et des insecticides. C'est un peu l'avantage des modèles, c'est qu'on peut travailler sur pas mal de types de maladies. Et donc un peu le workflow en fait, comment on fait ça? Eh bien, en laboratoire, par exemple, on inocule des maladies, on collecte des données en champ, par drone ou sur des engins. Et puis on intègre tout ça et on essaye d'apprendre à détecter, d'apprendre à modéliser, d'apprendre à prévoir. Et donc on développe des logiciels, on va dire évidemment, qui permettent de visualiser ce qui se passe. Mais notre cœur de métier, c'est pas on vend pas des cartes. En fait, les cartes sont plutôt pour nous, pour les modèles, pour après valoriser des stratégies de lutte. Et donc là, on voit sur cette image, on voit que on peut avoir la carte de ce qui se passe à un instant T, et on peut essayer de prévoir ce qui va se passer plus tard, pour prévoir l'évolution des maladies et pour pouvoir agir au mieux. En dessous, donc, les méthodes de lutte en fait, et de réduction sont, par exemple, on fait de la destruction ou de l'arrachage ou en fonction des maladies. Par exemple, si on travaille sur la flavescence ou sur le dépérissement de la lavande, les pieds détectés malades, il n'y a pas le choix, il faut les arracher. On travaille à vérifier si on peut faire ça sur d'autres types de cultures. Je vais vous présenter beaucoup plus en détail justement la partie hardware qui est le traitement laser. Et enfin, donc, on fait de l'optimisation de pulvérisation. Donc, on va optimiser en fait, la façon dont les phytosanitaires peuvent être pulvérisés sur les parcelles. Donc, on génère des cartes qui vont aider les exploitants dans le temps et dans l'espace à mettre les phytosanitaires au mieux pour les réduire. Donc, on arrive à réduire. On a fait une expérimentation là, cette année, par exemple, sur la cercosporiose de la betterave. On peut réduire sans forcer. C'est la première expérimentation. On a réduit 33%, par exemple, la quantité de de fongicides, sans impacter la productivité, uniquement avec les algorithmes. Et là, je vais vous présenter maintenant principalement la partie laser. Alors, on travaille aussi donc, pour réduire les herbicides. Cette fois-ci, on a décidé de travailler sur quelque chose qui est un petit peu plus vraiment terrain. C'est le désherbage de précision, je dis bien de précision, par laser. Donc là, vous voyez donc un morceau d'un champ, et en fait, c'est un champ de betteraves. Et il y a des betteraves et il y a tout le reste. Et donc j'imagine que beaucoup d'entre vous auront détecté les betteraves. Et tout le reste, on n'en veut pas. Donc il faut arriver à enlever tout ça, toutes les adventices. Principalement, le désherbage mécanique arrive de plus en plus à se rapprocher des semis.
Mais c'est difficile, il faut quand même éviter d'abîmer ou de trop retourner la terre pour replanter les graines en surface. Donc du coup, la zone en bleu, en fait, c'est la zone sur laquelle nous, on va essayer finalement d'apporter une valeur qui sera le désherbage de précision par laser. Donc là, c'est quelque chose qui est en développement. Et je vais vous montrer un peu l'état où on est en ce moment. Là, c'est voilà, le schéma de fonctionnement. Donc en fait, on a, sur la gauche, on a notre laser de destruction. Et on a un laser qui est un laser de visée qui permet de voir le faisceau, en fait. C'est-à-dire que le laser de destruction est un laser infrarouge, donc on ne le voit pas à l'œil nu. Et pour voir où on va tirer, on a besoin d'avoir un peu comme un sniper, on a un laser de visée. Et donc les deux faisceaux sont coaxiaux, on a une caméra de stéréovision qui nous permet de savoir, de reconnaître les plantes. Donc on a des algos de reconnaissance d'adventices. Et puis on va détecter la plante et on va décider où on va tirer. Et donc voilà, on envoie une impulsion. Donc là, c'est un petit peu ce qui se passe voilà, en labo. Donc on a un assemblage ici, dans une cage une structure en aluminium. Donc on voit en bas les plantules qui nous servent de test. On voit la caméra qui nous permet de faire de la stéréovision. Ici, au-dessus, on a deux petits miroirs. Des miroirs dont le but sera de refléter les faisceaux laser et de les orienter vers la cible. Et là, c'est notre laser infrarouge. Et en fait, donc, ce laser-là va être tiré à travers tout un assemblage optique. Et donc on va former le faisceau, on va mettre les deux faisceaux de détection et de destruction de façon coaxiale. On va arriver sur les miroirs qui sont orientables. Et puis après, on va atteindre la cible. Donc, on a fait déjà en fait, des tests de destruction sur des ravageurs. En l'occurrence, il s'agit de pucerons. Alors pourquoi? Parce qu'en fait c'est très facile à obtenir, on travaille avec un laboratoire qui travaille sur les pucerons dans le cadre d'un ANR, et donc là ce qu'on a fait pour le moment c'était pour calibrer un petit peu ce qui se passe, la puissance pour le laser. L'avantage, j'allais dire, du laser, c'est qu'on peut imaginer qu'on peut aussi détruire des ravageurs, ça peut être des limaces, des dorifores, des charançons, tout ce qui est visible avec la caméra et tout ce qu'on peut atteindre avec le laser. Donc du coup là, on a reconnu donc automatiquement les pucerons avec l'intelligence artificielle. On a ciblé automatiquement le laser, donc il y a un effet, et on travaille à une distance de 60 cm environ. Donc alors ça va relativement vite, la vidéo est courte, donc attention, je démarre la vidéo. Et on a des tirs de 100 millisecondes par puceron. C'est parti. Voilà. Donc là, c'était rapide. Là, la dose qu'on a mise, en fait, on a calibré ça. On a dit, voilà, cette dose-là, c'est une dose énergétique qui permettra d'être sûr qu'en 24 heures, on aura 50% des pucerons qui seront morts. On peut aller au-delà, évidemment. On n'a pas besoin. Le but, c'est pas de faire exploser les pucerons non plus, parce que c'est pas très économique sur le plan énergétique. Donc voilà, on a calibré ça, donc on a l'affluence, et juste si on voulait détruire les pucerons, 100% des pucerons en moins de 24 heures, on aurait besoin d'une énergie qui est équivalente à peu près à 4% de l'énergie nécessaire pour monter d'1 degré à 1 millilitre d'eau. Juste, donc voilà, si on vise la surface du puceron. Donc c'est très très peu sur le plan énergétique pour obtenir un résultat. Alors actuellement, voilà, donc on a la détection des plantules qui est bonne, on détecte les plantules. Il faut positionner la cible, on a beau les détecter, mais après il faut pouvoir décider de l'endroit où on va tirer. Donc c'est sur la tige évidemment, à un stade précoce, cotylédon, 2-4 feuilles. Au-delà, c'est plus du ressort du désherbage de précision par laser. Voilà, là donc c'est un exemple de précision. Donc on a voilà, des boîtes englobantes qui montrent qu'on a détecté la présence des plantules et que la Croix-Rouge indique là où sera envoyée l'impulsion laser. Voilà, le laser il se déplace automatiquement d'une cible à l'autre. Et donc on arrive à détruire les plantules avec le laser, avec des doses à peu près équivalentes à ce qu'on envoie sur les pucerons. Alors quand je dis détruire, c'est pareil, on ne fait pas exploser les plantes, on envoie une impulsion qui permet d'être sûr que la plante, dans les heures qui viennent ou les jours qui viennent, en fait, va être impactée et ne pourra pas grandir. Voilà, donc une vidéo, du coup, elle n'a pas été lancée. Donc je pense qu'il faut cliquer dessus finalement. Je ne sais pas si la régie peut lancer la vidéo, parce que moi je ne peux pas cliquer dessus. Non, oui, je ne sais pas si... Non, c'est le slide suivant, ça, voilà. Est-ce qu'on... oui. Visiblement, ça n'apporte pas. Bon, d'accord, ok, bon, très bien. Donc, pour ceux qui sont vraiment intéressés, malheureusement, mais... Ah, parfait, très très bien.
On bouge plus, voilà, donc c'est parti. Voilà, donc on voit en bas le plateau, la partie optique, la caméra. Et donc là, et les plantes, et en fait, on a lancé la détection. Alors, on ne met pas de destruction pour le moment. Et on zoome sur les miroirs qui sont en train d'orienter le faisceau de façon automatique sur chaque plante. Et on va éteindre la lumière parce que notre pointeur, le laser du sniper, en fait, n'est pas très visible avec l'éclairage. Donc là, on va éteindre la lumière pour vous montrer qu'on peut arriver de plante en plante à déplacer le laser. Alors on a encore besoin, comme c'est un travail en cours, hein, on a encore besoin d'augmenter la précision, comme vous avez vu tout à l'heure, la décision de la cible va être encore à améliorer. Voilà. Donc c'est à peu près où on en est en ce moment. Donc pour l'instant ça avance bien. On a un début de chantier qui est ce qu'il est avec un prototype. Et là c'était sur des cibles statiques. Évidemment, on a l'objectif de mettre ça sur une plateforme mobile. Et donc, du coup, il faudra que le laser puisse tirer sur des cibles mobiles. Parce qu'en fait, le laser se déplace par rapport aux cibles. Et donc, sur notre stand, encore une fois, donc, on a une petite démonstration pour montrer ce que vous avez vu. Où là, on sent qu'en fait, il faut implémenter la partie prédiction du mouvement, parce qu'évidemment, si vous déplacez une cible devant le laser va la suivre et il ne sera jamais dessus. Donc il faut que le laser puisse prévoir où sera la cible à la prochaine frame de la caméra, à la prochaine image de la caméra. Donc si on a 30 images par seconde, il faut que l'image suivante, on sache où sera la cible, et que le laser soit dessus à ce moment-là, et qu'on déclenche l'impulsion. Voilà, donc on est pour l'instant aux détections automatiques sur motif, donc on verra sur le stand, on déplace un motif devant le laser et le laser s'oriente directement sur le motif. Ciblage automatique, mais pas de prévision du mouvement, donc si on bouge la cible, en continu, on est toujours en train de suivre la cible avec le laser. Voilà, et donc on a l'objectif de faire un projet commun et de mettre ce module laser sur une plateforme mobile. Et je laisse Johan prendre la parole. Le bouton, c'est celui-là. Bonjour à tous. Donc Johan de Nayo Technologies. Donc effectivement, je suis responsable de la R&D chez Nayo. Donc la R&D, qu'est-ce que c'est? C'est aller chercher des solutions pour répondre aux besoins que nous exposent les gens du produit, comme Jean tout à l'heure. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On sait désherber efficacement autour des salades, par exemple, ou des carottes, mais on veut toujours aller plus près de la plante. Donc, on est obligé d'aller chercher des solutions là où elles existent. Donc aujourd'hui, le projet mené un peu par InShield, c'est d'aller cibler vraiment de façon très très pointue la plantule. Donc pour ça, on s'est un peu rejoint là-dessus. Nous, on fabrique des porteurs. Donc on sait déplacer les robots dans les champs efficacement. On sait aussi biner assez proche de la plante, mais on voulait aller encore plus loin. De la part de GreenShield, c'est la même chose. Ils savent cibler maintenant les plantes efficacement, mais ils avaient besoin d'un porteur assez efficace pour travailler. Donc c'est là où on intervient avec le robot Dino, donc avec pour objectif de transporter la solution développée par GreenShield, de l'intégrer, parce que la robotique, c'est aussi beaucoup de travail d'intégration. Dans la R&D, il y a la recherche, mais il y a aussi le développement. Il y a beaucoup d'intégration. On va aller chercher tout ce qui se fait de mieux sur le marché et aussi aller chercher des nouvelles technologies. Alors, là-dessus, on fait confiance sur on fait confiance un peu à ces nouvelles technologies. On va les intégrer sur le bord. Le but, c'est pas de remplacer les systèmes qui existent aujourd'hui, comme des socles de binage ou des outils actifs. Le but, c'est de venir compléter, de notre côté, vraiment de venir compléter ce qui est capable de faire le robot aujourd'hui, par vraiment de la très grande précision, à savoir un tir de laser après un passage d'outil actif. C'est là où on va donc mener de front un petit projet commun pour venir tester ces solutions dans les champs. Parce que pareil, chez Nayo, on va tester toujours dans les champs ou plus tôt. Je passe au suivant. Donc, on a pour objectif fin 2020, effectivement, d'intégrer leurs solutions, de pouvoir accompagner un peu le robot et le laser dans le mouvement, c'est-à-dire lui indiquer là où on va aller. On parlait de prédiction de mouvement, on est un peu dans cet échange. Le but, c'est en fait de monter cet appareil sur le robot et aller faire vraiment des tests d'efficacité, de débit de chantier, et voir un peu ce qu'on va pouvoir tirer de cette technologie. Le but, c'est toujours pareil, on fait du travail mécanique du sol et on vient améliorer le travail mécanique par un travail au laser.
Donc, présentation des résultats l'année prochaine, on vous attend, pour avoir un peu plus de détails là-dessus. Voilà. Allez, des questions? Des questions? On a du mal à voir. Hein. Parfait. Jānis Jerško from Latvia University of Life Science and Technologies. And you mentioned Vous avez mentionné le fait que vous utilisiez du laser infrarouge. Est-ce que vous avez envisagé d'autres lasers avec d'autres longueurs d'onde? Nous avons testé différentes longueurs d'onde, effectivement. Et nous avons essayé de trouver la plus efficace, bien sûr. Et n'oublions pas l'aspect sécurité non plus. Il y a une distance de sécurité à respecter. Si vous utilisez un laser visible à 550 nanomètres, on est dans le vert là, eh bien, il faut faire il faut faire attention à l'aspect. Il faut vraiment qu'on soit dans la zone de sécurité. Si vous utilisez un laser de 10,6 micromètres, c'est beaucoup plus sûr, me semble-t-il. C'est comme avec n'importe quel appareillage. Vous avez en fait une zone de sécurité. Et si vous voulez tailler votre gazon, vous n'allez pas mettre vos mains sous la lame de la tondeuse. Parce que vous pouvez être blessé, bien sûr. Et c'est la même chose avec les lasers. Et donc, pour le laser que nous avons montré, vous avez besoin d'un ou deux mètres de distance de sécurité et d'un plastique. En ce qui concerne l'absorption de longueur d'onde, je dois dire que les résultats sont bons. Et donc, on a un bon compromis, me semble-t-il. Toutefois, je dois dire que nous testons différentes technologies pour essayer de trouver le meilleur équilibre, le meilleur compromis. Ça doit être vraiment pris en compte lorsqu'on parle de ce type de technologie. N'oublions, il y a aussi l'aspect prix qui est à prendre en compte. Et les technologies sur lesquelles nous travaillons en ce moment sont des technologies assez similaires avec celles qui sont utilisées pour les découpes de plastique ou les découpes de carton aussi. Qu'en est-il de la consommation d'énergie par le laser, lorsque vous l'utilisez, bien sûr? Si vous voulez détruire un puceron, la quantité d'énergie n'est pas négligeable, mais vous allez consommer 150 watts. Donc, ça correspond à une grosse ampoule d'éclairage. Ça peut aller jusqu'à 250 watts. Mais 250 watts pendant quelques millisecondes. En fait, encore une fois, nous essayons de trouver des technologies qui puissent nous aider, mais en consommant moins. Donc, la question qui se pose n'est pas vraiment un problème de dépense d'énergie. C'est pas ça qui vraiment est un hic ou un handicap. La consommation d'énergie pour des mauvaises herbes qui sont plus pérennes, ça peut être un problème différent. L'énergie, la quantité d'énergie pour les mauvaises herbes de grande taille. Ça donne quoi? Eh bien, nous travaillons avec de la précision, comme je le disais. Donc, c'est vrai qu'après, vous avez après les semailles des petites plantules qui germent. Donc,
nous essayons de travailler en post-germination au stade de la toute petite plantule, comme je le disais dans ma présentation, 4 folioles ou 5, ce qui donne à la plante la chance de croître, de se développer sans être perturbée. Maintenant, lorsque votre récolte s'est développée, le laser ne sera pas la meilleure solution. On pourra, peut-être qu'il faudra réfléchir à l'avenir, mais comme je l'évoquais, ça marche sur les plantules, sur les cotylédons, sur 2 feuilles, 4 feuilles, pas plus. Et sinon, ça ne va pas marcher, ça ne peut pas marcher avec le laser. Donc, il faut faire attention à la distance de sécurité, bien sûr, et tout ce qui est entre les sillons, ça ne marchera pas pour le laser. Là, je crois qu'il faut passer par le désherbage mécanique. Qu'est-ce que ça arrive à faire? 20 mauvaises herbes par mètre carré? Qu'il peut faire 20 mauvaises herbes par mètre carré? Votre faisceau laser. On n'a pas la moindre idée encore de la vitesse de travail. On en est au stade du prototype. On n'a pas fait d'optimisation encore. Ce que l'on veut voir, vérifier, c'est la façon dont ça fonctionne au champ, sur le terrain, et ensuite on optimisera les processus. C'est vrai que le laser peut fonctionner très très vite, et bien sûr qu'il faut qu'il soit très puissant pour ce faire, mais l'orientation du faisceau peut être aussi très rapide. Et le seul problème qui risque de se poser, c'est celui de la précision. En effet, jusqu'à maintenant, nous avons pu cibler des petites cibles. 1 millimètre, la précision est de 1 millimètre à 1 mètre. Mais si vous bougez, si vous vous déplacez, eh bien, vous êtes OK en termes d'exactitude, de précision sur des petites tailles. Et selon moi, c'est ça qui va poser problème à l'avenir avant tout. Dernière question. Est-ce que vous scannez avec le laser les ravageurs que vous souhaitez cibler, par exemple? Les pucerons sont souvent sous les feuilles ou au cœur de la feuille. C'est pour ça qu'ils sont difficiles à cibler, d'ailleurs. Donc, c'est pour cette raison que nous ne travaillerons pas forcément sur les pucerons, mais plutôt sur d'autres ravageurs. Donc, comme je le disais, nous faisons de la reconnaissance, nous faisons la liste de toutes les coordonnées et nous choisissons l'objet, le sujet qui n'est pas au centre. Alors, pourquoi vous ne scannez pas le tout plutôt? Eh bien, si vous deviez scanner de l'entièreté de la surface, vous allez avoir, si vous voulez être efficace, vous allez devoir faire des calculs. Imaginons que vous voulez scanner 1 hectare à l'heure, vous allez devoir scanner 1 millimètre carré toutes les X secondes. Vous allez devoir faire très très vite. La détection doit être extrêmement rapide et la destruction devra être synchronisée à la détection. Je vous dis ça parce que vous allez avoir pas mal de défis en termes de précision, me semble-t-il. Et vous risquez aussi d'avoir pas mal de défis en ciblant autant de points en même temps, parce qu'il y a des limites avec votre système. Oui, avec le Galvo. Nous sommes sur des moteurs piézoélectriques à l'heure actuelle et nous essayons différentes autres technologies telles que MENS et d'autres pour justement augmenter la fiabilité du ciblage. Merci. Merci.